Europe Soir. Et sur Europe 1, on en vient au quart d'heure des éditorialistes d'Europe Soir, Nicolas Poincaré. Les éditorialistes Olivier Duhamel pour la politique, Emmanuel Dutheil pour l'économie et François Clémenceau pour l'étranger. Et on commence avec la politique avec vous, Olivier Duhamel. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Un attentat à 3 jours du premier tour. On se demande forcément ce soir si ça va peser sur le scrutin. Dans quel sens ça pourrait peser ? Les événements pèsent beaucoup plus, d'une façon générale, sur les scrutins qu'autrefois. Autrefois, les électorats étaient des électorats très cimentés. La plupart des gens votaient toujours la même chose et savaient assez longtemps à l'avance pourquoi ils votaient. Qu'est-ce qu'on a vu dans toute cette campagne ? On a vu des électeurs bouger. On a vu tout d'un coup un candidat, c'est même pas la peine de le citer, tout le monde voit qui c'est, chuter fortement dans les sondages. On en a vu un autre monter très fortement, tout ça à côté gauche. On a vu le candidat principal de l'opposition atteint par des affaires et baisser. On a vu quelqu'un qu'on connaissait pas il y a 2 ans, énergie. Donc tout ça est très nouveau et tout ça est ponctué par les événements. Donc je pense en effet forcément que cet attentat devrait avoir des conséquences sur le scrutin. Alors des conséquences pour qui ? Écoutez, forcément un effet entre guillemets répressif. C'est forcément une bonne chose pour les candidats qui sont sur les lignes les plus dures. Et dans ce sens-là, on peut penser que ça devrait servir Marine Le Pen, même si, toute chose égale par ailleurs, parce que c'était très différent, comme en 2002, le grave fait divers par lequel MDR avait été très abîmé, avait aidé à la remontée in extremis de Jean-Marie Le Pen qui s'était retrouvé au second tour. Mais, et ça, ce serait pas très bon pour François Fillon, parce que François Fillon, lui, l'une de ses possibilités, ce serait de continuer à grignoter, et Macron ne bougeant pas, Le Pen baissant, qui en vérité, lui, il double Le Pen. C'était un des espoirs dans son camp. En revanche, ça, et j'ai l'air de me contredire, j'essaie juste d'être complet, c'est bon aussi pour François Fillon, parce que ça, c'est l'homme qui incarne l'expérience, l'homme d'État qui a déjà été au pouvoir, et on se dit que dans des moments comme ça, on se resserre sur les fondamentaux et on ne peut pas prendre trop de risques avec des gens moins expérimentés. Ce qui serait donc un handicap pour Macron, avec un vrai bémol, c'est que Macron, il s'est paré côté régalien, un peu, parce que c'est pas si spectaculaire que ça, en prenant un ancien patron du RAID comme candidat, mais il nous l'a montré, il nous l'a remontré, son patron du RAID, hein. Mais plus encore en ayant à ses côtés Le Drian. Et Le Drian est quand même la personnalité qui émerge de ce quinquennat à peu près indemne et qui incarne, alors pour le coup, l'autorité, le recours aux militaires, etc. Ce qui fait qu'une fois que je vous ai dit ça, je vous en ai cité 3 qui sont quand même en forte compétition, et même 4 qui sont en forte compétition. Et est-ce que ces effets vont se compenser et s'annuler ? J'aurais une certaine tendance à le croire. Est-ce qu'au contraire, l'un des effets va être absolument dominant ? Pour être très honnête avec vous, Nicolas Poincaré, ce que je sais me conduit à vous dire que je ne sais pas. Eh bien voilà, qui est très honnête. Merci Olivier Duhamel et on vous retrouve demain matin à 10h pour Mediapolis sur Europe 1. On passe à l'économie. Emmanuel Dutheil, bonsoir. Bonsoir. Vous nous parlez de la Bourse de Paris qui est comme tout le monde, qui est comme nous, la bourse qui attend les résultats de dimanche avec une certaine anxiété. Oui, s'il y a bien une chose que les marchés détestent, c'est l'incertitude. Et ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que cette élection a réservé bien des surprises. C'est rarissime, comme le rappelait Olivier, que 48 heures avant un tel scrutin, on soit à ce point-là dans l'incertitude, avec 4 candidats au moins en mesure de se qualifier pour le deuxième tour. Et sans vouloir paraphraser Roger Gicquel, on peut, oui, le dire ce soir, la bourse a peur. Oui, la France a peur, disait Roger Gicquel. On l'a un peu adapté quand même. Alors la bourse a peur de quoi ? Eh bien, son pire cauchemar, c'est un deuxième tour. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Même s'ils reconnaissent que ce n'est pas le scénario le plus probable, ce serait pour les marchés une véritable douche froide. Là, il n'y a pas besoin de boule de cristal pour dire que le CAC 40 s'effondrerait lundi. Un économiste me l'a confié tout à l'heure. Si c'est ça, on revient tous au travail dimanche soir, illico presto. Et pourquoi ça leur fait si peur, ce scénario ? Eh bien, pour Marine Le Pen, c'est clairement la sortie de l'euro qui inquiète les investisseurs français. Le protectionnisme les perturbe aussi. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'est surtout sa volonté de taxer la finance et les bénéfices des grands groupes. Ça viendrait directement gréver les bénéfices des entreprises qui effraient les investisseurs. Donc ça, très clairement, vraiment pour eux, c'est le pire des scénarios. Mais en même temps, Emmanuel, il faut rappeler qu'on nous avait dit que ce serait la catastrophe si l'Angleterre décidait de quitter
quitter l'Europe, le Brexit, donc, ou que ce serait une encore pire catastrophe si Trump devait être élu aux États-Unis. Et puis finalement, à chaque fois, les marchés ont bien résisté. Oui, vous avez 100% raison. Merci de nous rappeler qu'on s'est tous plantés. Mais là, c'est quand même différent, puisque un duel Mélenchon-Le Pen aurait un gros impact sur la bourse, tout simplement parce que les deux candidats ont décidé d'aller très vite et que notamment, prenons l'exemple de Mélenchon, c'est très simple de taxer tout de suite les bénéfices des entreprises. Donc là, c'est mathématique, il ne peut y avoir qu'un impact. Il est connu, mesurable dans la seconde, cet impact. Mais c'est vrai que pour être tout à fait honnête, on est quand même obligé de reconnaître que les plus hauts pontes de Bercy le disent maintenant. On s'attendait à un scénario bien plus noir après le Brexit. Mais là, ils ont l'air d'être assez sûrs de leur coup quand même. Alors, on a bien compris que les marchés ne votaient ni Le Pen ni Mélenchon. Alors, ils votent pour qui ? Eh bien, ça ne va pas être très surprenant pour eux. Le duel rêvé, c'est Macron. Fillon, les deux ont promis de réformer le marché du travail, les deux ont un discours très pro-entreprise qui plaît aux investisseurs, mais vraiment de tous ceux que j'ai pu avoir en ligne cet après-midi, je peux vous dire qu'ils sont vraiment comme nous, ils disent tous, mais bon sang que le doute soit levé et que ça s'arrête. Et voilà donc pour qui votent les bourses, sauf que, il faut le rappeler, les bourses ne votent pas. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. On passe à l'étranger avec François Clémenceau du Journal du Dimanche. Bonsoir François. Bonsoir Nicolas. Vous êtes d'ailleurs dans les locaux du Journal du Dimanche, ça s'entend un tout petit peu. Vous nous parlez ce soir de Poutine qui s'en prend maintenant à qui ? Aux témoins de Jéhovah. La nouvelle a surpris hier, mais c'est bien les fidèles de ce mouvement religieux ou de cette secte religieuse qui ont été purement et simplement interdit de pratique par la Cour suprême de Russie. Oui, cela faisait des années que le pouvoir russe avait les témoins de Jéhovah dans le collimateur et on se demande bien en quoi les 170 000 fidèles de cette église en Russie peuvent être dangereux dans un pays où ils sont extrêmement minoritaires puisque l'église orthodoxe russe recense de son côté près de 100 millions de pratiquants. Eh bien, aux yeux de la justice russe, les témoins de Jéhovah sont des extrémistes qui se sont coupés de la société avec leurs propres règles dans le domaine de l'éducation et du travail et qui représentent donc une menace à l'ordre public. Autrement dit, le pouvoir russe considère les témoins de Jéhovah non seulement comme une secte, mais comme un foyer subversif qui nuit à la stabilité de l'État. Conséquence du verdict de la Cour, le quartier général de l'organisation à Saint-Pétersbourg et ses 395 églises réparties dans le pays seront saisies, confisquées, les activités pastorales et évangéliques interdites et quiconque osera défier cette sentence sera passible de 6 à 10 ans de prison. Mais pourtant, François Clémenceau, dites-nous, est-ce que les témoins de Jéhovah en Russie et ailleurs du reste, est-ce qu'ils sont inoffensifs ou pas ? Ça dépend des pays, mais aux États-Unis, où ils sont nés au 19e siècle, ils sont tolérés, même respectés, tant qu'ils observent les règles d'un pays dans lequel la liberté de religion est extrêmement large. En France, ils sont surveillés, car il y a eu des témoignages de membres affirmant avoir été sous influence ou menacés lorsqu'ils ont voulu quitter le mouvement, mais il s'agit globalement d'une église où la Bible est au cœur de tout, et même si les témoins de Jéhovah sont assez méfiants vis-à-vis du monde extérieur, ils vont à sa rencontre en pratiquant un prosélytisme qui est aussi pacifique que buté. Mais ce que ne supportent pas les autorités russes, c'est qu'il s'agit là de 170 000 citoyens qui ne votent pas, qui refusent de faire le service militaire, qui refusent de glorifier la violence d'État, par exemple l'annexion de la Crimée. Bref, ils sont considérés comme des adversaires politiques manipulés et étrangers à la culture russe. Voilà, et c'est donc un signal de plus de ce qu'on pourrait appeler le serrage de vis de la part du gouvernement russe, autoritaire et nationaliste ? En tout cas, c'est ce que disent les organisations des droits de l'homme qui s'inquiètent désormais d'une menace de l'État russe vis-à-vis des minorités religieuses et des ONG. Il se trouve que des lois ont été votées pour démanteler les associations de défense des droits civiques ou pour la promotion de la démocratie dès lors qu'elles reçoivent le moindre copec de l'étranger, notamment évidemment des États-Unis. Idem pour la fondation Soros qui a été fermée l'an dernier et qui risque de l'être cette année en Hongrie où la même des mesures s'applique vis-à-vis des ONG étrangères sourcilleuses du respect de l'état de droit. En d'autres termes, Nicolas, cela s'appelle de la persécution. Merci beaucoup. C'était François Clémenceau en ligne, en direct depuis le Journal du Dimanche pour l'édito étranger comme tous les soirs dans Europe Soir. On marque une pause, puis les médias, le Zap et Nicolas Canteloup.